Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci pour votre fidélité à son détour. Un décor particulier avec des invités particuliers parce que le thème est lui-même particulier. Contrairement aux autres thèmes habituels, nous allons essayer de nous intéresser à la santé publique. Et nous allons poser la question de savoir l'hypertension artérielle, un problème de santé publique. Pour répondre à cette question, nous avons invité deux éminents spécialistes, le docteur Méo Stéphane Ikama, maître assistant à l'université Marien Ngouabi, qui est cardiologue. Bonsoir, docteur. Bonsoir, M. Soni. Et à ses côtés, le docteur Paul Macaire Ossou, maître assistant à l'université Marien Ngouabi également, et neurologue de formation. Bonsoir, docteur. Bonsoir, M. Soni. Voilà. Donc, émission particulière avec deux invités particuliers. Vous avez bien compris que nous allons parler des choses très sérieuses qui concernent notre quotidien et notre santé. Et souvent, les gens ont l'habitude de dire « je souffre de la tension, je suis hyper tendu, etc. » Mais qu'en est-il? Savez-vous qu'une nourriture trop salée peut être facteur déclencheur de l'hypertension? Avez-vous l'habitude de prendre votre tension régulièrement? Se pose un certain nombre de gens. Mangez-vous salé? Fumez-vous beaucoup? Aimez-vous l'alcool? Êtes-vous de nature stressée ou hyper tendu? Autant de questions. Si vous arrivez à répondre, vous aurez compris que vous serez en mesure de savoir si vous souffrez d'hypertension ou non. Ou si vous souffrez de tension, comme on a l'habitude de le dire couramment. Une étude menée par le professeur Christophe Mbouramoué montre qu'il y a 15% d'hypertendus dans la population congolaise et que l'hypertension artérielle occupe la première place avec 35 à 45% des maladies cardiovasculaires. D'où la présence des neurologues pour nous expliquer la relation entre l'hypertension et les maladies cardiovasculaires. Lorsqu'on sait le nombre de décès du fait des AVC, l'hypertension apparaît comme la première cause, d'après ce que nous avons lu, des maladies cardiovasculaires. À la fois maladie et facteur de risque cardiovasculaire majeur, l'hypertension artérielle se caractérise par une élévation trop importante de la pression sanguine dans le réseau artériel. Souvent, on entend les Congolais répéter « Depuis les guerres successives, je souffre de la tension. Lorsque j'entends un bruit ou une détonation, ma tension monte. Avant de surenchérir, j'ai besoin de calme et de rester au calme. Tout le bruit autour, les nuisances sonores, les nuisances nocturnes m'empêchent de dormir. Et lorsque ça m'empêche de dormir, ma tension monte. » Mais qu'en est-il réellement? Est-ce que cette description, c'est celle que fait ou celle que font les spécialistes qui sont sur notre plateau? Alors, question. Quels sont les facteurs déclencheurs qui conduisent à l'hypertension artérielle? C'est à ces questions que nos invités vont essayer de répondre. Et comment fait-on pour venir à bout de l'hypertension artérielle? Les personnes hypertendues ou hypotendues, comme on dit, peuvent-elles cohabiter? Imaginez un couple où l'un est hyper et l'autre hypo, s'ils arrivent à vivre. Lorsque la tension de l'autre monte, celle de la compagne descend, quelle cohabitation pourrait-on dire? Voilà. Doit-on faire confiance aux charlatans, aux tradipraticiens, avec leur tisane miracle pour soigner l'hypertension artérielle? Autant de questions que nous allons essayer de répondre avec nos invités. Mais avant de commencer, nous allons d'abord demander à nos deux spécialistes qu'est-ce qu'on entend par hypertension artérielle. Il s'agit là aujourd'hui d'une émission de pédagogie qui doit éclairer nos opinions parce que les expressions que nous utilisons dans la vie quotidienne parfois sont très éloignées de ce que peuvent dire les spécialistes, raison pour laquelle aujourd'hui sur ce plateau,
ils vont nous éclairer. Et comme nous sommes en direct, ceux de nos compatriotes qui ont des préoccupations particulières peuvent nous appeler et nos invités feront le plaisir de leur répondre. Docteur Ikama, qu'est-ce qu'on entend par hypertension artérielle? Ok, ben merci cher Sony. Je voulais, avant de répondre à cette première question, vous remercier énormément et vous présenter toute ma gratitude pour l'honneur que vous nous faites de passer sur ce plateau et essayer d'échanger avec vous sur un sujet aussi important, celui ayant trait à l'hypertension artérielle. Comme vous avez su le dire tout à l'heure dans votre mot introductif, l'hypertension artérielle constitue actuellement un véritable point de santé publique puisqu'il s'agit actuellement d'un fléau qui n'intéresse pas que le Congo mais la plupart des pays, tant au niveau de l'Afrique subsaharienne qu'au niveau des pays occidentaux. Et donner une définition de l'hypertension artérielle, je voulais quand même remonter un peu dans le temps pour dire que finalement la vraie définition de l'hypertension artérielle, c'est une décision arbitraire en général. Elle est arbitraire parce que elle n'a subi que plusieurs modifications au fil du temps en termes de définition du seuil au-delà duquel on va essayer de définir que ce sujet est hypertendu. Et de façon consensuelle finalement, les experts qui travaillent en la matière ont pu s'entendre pour fixer un seuil au-delà duquel on peut considérer que le malade est qualifié d'hypertendu. Il s'agit donc d'une pression artérielle supérieure à 14, classique comme on dit, supérieure à 14,9 chez un sujet. Lorsque vous avez une pression artérielle comme ça élevée au-delà de 14 pour le premier chiffre et au-delà de 9 pour le deuxième chiffre, retrouvée à plusieurs reprises chez un même individu, on peut à ce moment-là considérer cette personne comme étant une hypertendue. Ça, c'est vraiment la définition classique pour définir une hypertension artérielle en termes de chiffres. Docteur, là, on est sur une définition, Oui. mais comment on fait pour mesurer, pour savoir que c'est 14,9 Oui. ou 9,9? Voilà. Alors, pour les valeurs de mesure, il y a plusieurs méthodes de mesure pour mesurer la pression artérielle. Nous allons parler essentiellement de trois méthodes de mesure. La première méthode, c'est celle qui consiste à prendre la pression artérielle au cabinet du médecin. Quand vous allez en consultation, le médecin qui vous reçoit utilise un appareil qu'on appelle le tensiomètre classiquement. Il s'agit d'un tensiomètre manuel qui peut être manuel ou électronique. Mais jusqu'ici, c'est souvent le tensiomètre manuel qu'on utilise un peu dans les consultations de cabinet, où on a un brassard avec un stéthoscope. Et lorsque vous examinez votre malade pour lui prélever sa pression artérielle, vous lui placez donc le brassard au niveau du bras. Et il y a toute une méthode, il faut gonfler le brassard. Et lorsque vous gonflez le brassard, vous écrasez une des artères qu'on appelle l'artère brachiale qui est au niveau du bras. Et plus vous dégonflez, vous devez faire attention à un premier bruit. Lorsque ce premier bruit apparaît, il signe donc la présence du premier chiffre tensionnel qu'on appelle la pression artérielle systolique. Et au fur et à mesure que vous dégonflez votre brassard, vous allez arriver à ne plus écouter les battements. Et à ce moment-là, dès que vous n'entendez plus les battements du cœur, ça signe donc le deuxième chiffre de la pression artérielle qu'on appelle la pression artérielle diastolique. Et lorsque vous l'avez mesuré chez un individu, et vous tombez sur des chiffres au-delà de 14 pour le premier chiffre et au-delà de 9 pour le deuxième chiffre, on peut déclarer cette personne hypertendue. Et même quand vous tombez sur 14,9, jusqu'à peu de compteur, on peut considérer cette personne comme hypertendue. Mais l'essentiel, c'est de faire 2 à 3 mesures au cours de la même consultation. Et une fois que ces chiffres sont presque similaires, à ce moment-là, on peut déclarer que la personne est effectivement hypertendue. Mais quelle serait la bonne tension pour que la personne soit une tension normale? Quelle serait la bonne tension? Donc, soit en deçà de 14 et de 9, c'est ça? Voilà. Donc, la définition, c'est que si nous définissons l'hypertension artérielle comme une pression élevée à partir de 14,9, donc là, on considère que les valeurs de pression normale sont celles inférieures à 14 pour le premier chiffre et inférieures à 9 pour le deuxième chiffre. Donc un sujet normal ne doit pas avoir plus de 14 pour son premier chiffre tensionnel et plus de 9 pour son deuxième chiffre tensionnel. Mais alors, lorsque il arrive qu'on voit des gens avec une tension de 17, est-ce qu'à partir de cet instant-là, il n'y a pas des risques grave pour ces personnes? Oui, je crois que les risques, on va en venir, puisque là on est en train de définir classiquement les valeurs à partir desquelles on peut considérer la personne hypertendue. Quand vous mesurez une personne, vous mesurez la tension à une personne qui est autour de 17 et sinon au-delà, mais vous la considérez comme hypertendue, puisque la limite est fixée à 14 pour le premier chiffre tensionnel. J'ai ici, je ne sais pas si c'est un gadget, on peut montrer.
vous avez parlé de tensiomètre. Voilà. Ici, je ne sais pas si la caméra peut braquer pour qu'on puisse voir cet objet. Est-ce que cet objet peut être considéré ou défini comme un tensiomètre? Voilà, parce donc, que ce n'est pas un gadget voilà. qui... Alors, donc tout à l'heure, vous me demandiez comment faire pour essayer de mesurer la pression artérielle à un individu. J'avais dit qu'il y avait classiquement 3 méthodes de mesure. La première, c'est celle la plus classique qu'on utilise au cabinet, c'est donc utiliser un tensiomètre avec un stéthoscope. Et la deuxième méthode de mesure actuellement recommandée, c'est ce que nous appelons l'automesure. Et l'automesure, c'est la mesure tensionnelle par le sujet lui-même, qui fait intervenir ces gadgets qu'on appelle des tensiomètres électroniques, qui peuvent s'utiliser soit en le fixant au niveau du poignet, c'est donc le genre que vous nous présentez ici sur ce plateau, et soit vous utilisez un tensiomètre électronique mais qui utilise un brassard. Donc on va essayer de mettre au niveau du bras, et le but c'est que une fois que vous les avez fixés, ce sont vraiment des appareils à manipulation vraiment facile. Hein. Vous avez un bouton d'allumage pour mettre en marche. Dès que vous appuyez sur le bouton d'allumage, l'appareil se met en marche tout seul, le brassard va se gonfler et vous allez sentir que c'est en train de vous resserrer l'artère, sinon au niveau du bras ou au niveau du poignet. Et arrivé à un seuil donné, la machine se met à décompter les chiffres et à la fin de la mesure, elle se met à vous afficher le premier chiffre tensionnel que nous appelons la pression artérielle systolique, le deuxième chiffre tensionnel qu'on appelle la pression artérielle diastolique et éventuellement pour la plupart la fréquence cardiaque. Donc vous avez 3 paramètres qui apparaissent en général sur ces gadgets ou ces appareils de mesure de tension électronique. Alors, les valeurs en principe restent telles, puisque la définition classique c'est moins de 14 et moins de 9, mais elles sont un peu relativisées en fonction de la mesure, de l'automesure, comme on dit lorsque vous la prenez chez vous. La rigueur n'est pas aussi importante que lorsqu'on le fait dans le cabinet du médecin au cours d'une consultation. Hein, en général, on peut définir des valeurs pour une automesure parce qu'on suppose que vous êtes dans des conditions acceptables avec le moins de bruit possible, le moins d'emmerdement possible. On revoit souvent les chiffres tensionnels au rabais pour définir une perte de tension artérielle au cours d'une mesure, d'une automesure. Généralement, on tient compte des chiffres autour de 13 ou 13,5 de pression artérielle systolique, et voire 8,5 à 9 de pression artérielle systolique. Est-ce que c'est fiable? Si, ce sont des appareils fiables, mais le seul inconvénient, c'est que tous ces appareils ne sont pas agréés. Hein, il y a des marques recommandées, des marques agréées par les sociétés savantes. Comme vous savez, c'est l'industrie commerciale, tout le monde se met à fabriquer, mais il y a des marques qui sont vraiment agréées, validées. Voilà. Très bien. Je ne vais pas faire la publicité de ces marques. Non, surtout pas. On dit pas voilà. le nom du fabricant. C'est ça. Ce qui est sûr, c'est que lorsque vous prenez la tension avec ce tensiomètre, oui. Est-ce que vous pouvez vous-même décider si vous êtes hyper ou hypo, dans quelles conditions vous pouvez être dans une position optimale pour faire ça? Voilà. Est-ce que si vous avez beaucoup marché ou bien vous avez monté les marches, vous prenez la tension, est-ce qu'elle sera la même si vous êtes dans une situation de calme relatif? Voilà. Donc en gros, la mesure de la tension obéit aux mêmes conditions. Hein. Il obéit aux mêmes conditions, tant au cabinet du médecin que chez vous-même à la maison, pour ce qui est de l'automesure. Et l'idéal, c'est de le faire dans des conditions de repos absolu. J'ai fait une activité physique, j'ai donc dû dépenser de l'énergie, j'ai dû mobiliser mon corps. Il faut que je trouve un moment pour me reposer. En général, on recommande entre 5 à 10, voire 15 minutes pour certains, de repos absolu. Et en fonction de ça, vous pouvez maintenant vous mettre à utiliser votre appareil d'automesure. Et selon qu'il s'agit du bras ou du poignet, il y a quand même certaines positions recommandées pour pouvoir essayer de minimiser les risques d'avoir des faux chiffres en fonction de la position utilisée en général. Bon, très bien. Mais j'ai vu en lisant un article paru dans la Semaine africaine, un article du professeur Bouramoué, comme quoi l'hypertension expliquerait aussi, serait à l'origine des maladies cardiovasculaires. Est-ce que comment on peut faire cette relation entre les AVC que certains subissent et l'excès de tension, docteur? Merci, Monsieur Sony, de nous avoir fait l'honneur de participer à cette émission. Effectivement, l'hypertension artérielle, c'est un sujet très très important.
Et j'ai l'habitude de paraphraser en disant que l'hypertension artérielle, c'est une maladie très grave parce que c'est un tueur silencieux. Il paraît. On vous donne, comme le docteur Ikama venait de le dire, des chiffres tensionnels pour dire qu'on est hypertendu. Alors que couramment, tous les Congolais ne vont pas souvent au cabinet du médecin ou à l'hôpital pour se faire mesurer sa pression artérielle. En sachant tout à l'heure, vous avez parlé des chiffres à 17 ou voire même très élevés. On peut avoir une pression artérielle très élevée et n'avoir mal nulle part. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de sujets qui se promènent avec une hypertension artérielle, mais qui n'ont mal nulle part. À la limite, on peut avoir quelques vertiges, quelques maux de tête, alors que ces chiffres tensionnels qui restent élevés font qu'il y a une fragilité au niveau des vaisseaux, parce que la pression artérielle, c'est comme vous avez de la tuyauterie, il y a de l'eau qui circule dedans, la force ou la pression avec laquelle cette eau circule et la résistance au niveau de cette tuyauterie, c'est ça la pression artérielle. Et quand c'est élevé, ça s'appelle l'hypertension artérielle. Ça veut dire que plus c'est élevé, plus il y aura des répercussions sur cette tuyauterie qui sont des vaisseaux, c'est des parois élastiques. Donc ils vont être remaniés. Et dans cette répercussion, c'est-à-dire que la plupart des organes qui sont vascularisés, donc qui ont des vaisseaux, vont avoir des répercussions. Ici, bon, ce qui me concerne, c'est plus le cerveau, mais il n'y a pas que le cerveau qui va être concerné. Cette hypertension artérielle va avoir des répercussions d'abord sur le cœur. Lui-même, le docteur Ikama sera bien placé pour nous parler plus de ces choses. En dehors du cœur, les répercussions peuvent... on peut avoir des répercussions sur le rein et secondairement sur le cerveau. Sachant que sur les cerveaux, quand vous parlez des accidents vasculaires cérébraux, en sachant que le cerveau, c'est un organe très gourmand, s'il faut le dire, qui consomme à peu près 20% de ce que le cœur envoie au niveau de l'organisme. Et qui a donc une particularité qui ne stocke pas sa nourriture. C'est-à-dire que tant que ça circule, tant qu'il y en a dans la circulation sanguine, le cerveau reçoit de quoi se nourrir et il fonctionne. Une fois, du fait de l'hypertension, si ce vaisseau se bouche ou se rend, parce qu'on a à peu près 2 types d'accidents vasculaires cérébraux, ça peut être par obstruction du vaisseau, c'est là qu'on parle des accidents vasculaires cérébraux ischémiques, ou par rupture d'un vaisseau, c'est un accident cérébral hémorragique. Et dans les 2 cas, l'hypertension artérielle reste le facteur le plus important. En termes de pourcentage, est-ce que c'est celui qui conduit en premier lieu à la... C'est le facteur de risque le plus important. Le premier facteur de risque, c'est l'ennemi numéro 1 du cerveau. Et donc, quand ça se rend ou ça se bouche, la conséquence, c'est que brutalement, on a des signes neurologiques. C'est pour cela qu'on l'appelle accident vasculaire cérébral. Donc, c'est un événement imprévisible. Mais finalement, docteur, événement imprévisible, tueur silencieux. Alors, comme nous sommes là, moi, je n'ai pas pris ma attention, je ne sais pas depuis combien de mois ou combien d'années. Je cours finalement un risque dans la rue de me retrouver subitement frappé par, je sais pas, par ce tueur qui peut-être, je sais de malheur en moi. Il est tueur silencieux. Je n'ai pas pris ma attention. Donc je ne sais pas si je suis hyper tendu avec les risques que vous venez de décrire. Comment on peut faire pour ne pas se retrouver dans la situation que vous venez de décrire? L'unique chose, comme le docteur Ikama l'a dit, soit quand on a ces moyens de se faire une automesure à domicile, on le fait, soit de se faire contrôler sa pression artérielle régulièrement. Actuellement, dans presque tous les coins de Brazzaville, on peut avoir un petit cabinet de soins infirmiers ou un cabinet médical pour se faire mesurer sa pression artérielle. Donc on fait ces démarches-là et au moins on a une idée de sa tension. De sa pression artérielle. De sa pression artérielle.
vous allez m'éclairer, docteur. Quelle différence y a-t-il entre l'hypertension artérielle et la tension? Parce que les gens disent, moi je souffre de tension. Quand il y a du bruit, ma tension monte. Bon, c'est quoi? Parce que dans le langage courant, on l'entend. Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que ce n'est pas un abus de langage? Quel est le mot approprié finalement? Ok, ben merci cher Sony. Alors je voulais juste revenir sur quelque chose, sur l'automesure. Allez-y. Et ces appareils ont été initialement mis sur le marché, pas pour que les gens se fassent autodépister. Non, ce sont des appareils qui ont été mis sur le marché pour faciliter l'autosurveillance des malades qui sont déjà connus hypertendus, ou chez ceux qui, on a eu une forte suspicion de les voir développer dans les jours, les mois ou les années qui suivent une hypertension artérielle. Donc ce n'est pas des appareils à visée de dépistage classiquement, non. C'est fait pour permettre aux gens qui ont été déclarés hypertendus de se faire suivre de façon régulière eux-mêmes chez eux à la maison. Parce que finalement, bon, je n'ai pas voulu donner une définition un peu classique avec... parce que l'hypertension artérielle, il y a plusieurs paramètres qui interviennent, qui entrent en ligne de compte. Et il y a une variété d'hypertension artérielle qu'on appelle l'hypertension artérielle blouse blanche entre guillemets. C'est cette hypertension artérielle qui est déclenchée par le malade lorsqu'il se met au contact du personnel soignant. Et voilà, pour minimiser cette variété d'hypertension, et ceux qui travaillent beaucoup en la matière ont pensé qu'il fallait maintenant mettre en place des appareils qui permettent aux malades de pouvoir contrôler eux-mêmes leur pression artérielle chez eux dans des conditions optimales en toute tranquillité, pour ne pas qu'ils soient influencés chaque fois à l'hôpital quand ils vont voir leur médecin, parce que c'est des gens, à la maison il est constamment autour de 13 ou 14 de tension, voire 12, mais quand il se rend à l'hôpital ou au cabinet du médecin, il peut passer des chiffres 13 à des chiffres autour de 14, 15, 16. À ce moment-là, vous qui le recevez, vous pouvez le taxer d'hypertendu, encore dire que sa pression artérielle n'est pas bien contrôlée. Alors c'est simplement le contact entre le malade qui est venu voir le médecin et le médecin qui revoit au malade certaines sensations qui font qu'à l'occasion de ce contact, il puisse élever ses chiffres tensionnels. Donc c'est vraiment un paramètre important de surveillance et d'automesure. Il y a aussi les problèmes d'émotion aussi, voilà, tous ces facteurs-là, qui peuvent faire que effectivement. l'attention de quelqu'un. Voilà, c'est ça. Alors je viens à ce que vous m'avez demandé tout à l'heure, différence entre hypertension artérielle et tension, c'est ça je crois. Tension, oui. Bon, ça c'est un problème de terminologie. C'est un problème de terminologie, et je crois que de façon classique, peut-être que les auditeurs, ceux qui nous écoutent, vont peut-être me dire aussi. Alors je pense que par définition, on appelle ça hypertension artérielle. C'est élévation des chiffres tensionnels. Mais le commun des mortels, surtout ceux qui sont un peu profanes en la matière, ils préfèrent dire que j'ai la tension. Et habituellement, quand on dit j'ai la tension, nous, en pratique médicale, on sous-entend l'hypertension. C'est rare qu'on sous-entende l'inverse. J'ai la tension, en général, on pense que la personne est en train de faire une hypertension en général. Donc dire hypertension ou je fais la tension, je pense que c'est un problème de terminologie, simplement parce que les gens ne sont peut-être pas informés sur comment utiliser ces termes-là. Mais je pense que finalement, on dit pratiquement la même chose. Mais lorsque ceux qui disent aussi, quand il fait chaud, ma tension monte, est-ce qu'il y a aussi un rapport avec l'environnement qui peut influencer ce risque-là? Bon, évidemment, quand il fait chaud, l'organisme se met en branle, il y a plusieurs facteurs qui interviennent. On peut peut-être élever sa tension d'une ou 2 unités, mais je ne pense pas que la température puisse élever une tension de 12 ou de 13 à 15, 16, 17. Non, je ne pense pas. Je pense que lorsque vous avez ce genre de sensation, alors que vous pensez que c'est le soleil qui est en train d'être à l'origine de ça, c'est une façon de se voiler. Il faut peut-être vous considérer comme hypertendu et aller voir le médecin. Une espèce d'insolation qui vous frappe et puis après... Voilà, je pense que l'insolation n'est pas la cause de l'hypertension, c'est simplement l'environnement qui est à l'origine des sensations que vous avez, mais au départ, je pense que vous êtes déjà un organisme hypertendu. Oui, ce n'est pas le soleil qui est à l'origine de ça. Mais je crois que vous allez nous aider ce soir parce que j'ai rencontré une vieille dame, un peu âgée, qui m'a dit un jour, vous voyez mon fils, depuis que nous avons connu ces guerres-là et tout ça là, il suffit seulement que j'entende le bruit, une détonation pour que vraiment ma tension monte et que je ne sois plus... Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir quelque chose de cette nature qui peut pousser à accélérer, à augmenter la tension d'un patient?
Voilà, bon, ça c'est vraiment des problèmes quotidiens, hein, c'est des choses... je ne sais pas si vous avez rencontré ça dans vos cabinets. Oh, si, bien sûr, puisque bon, ce sont les mêmes malades, hein, ce sont les mêmes malades qu'on voit de part et d'autre. Alors, je pense que là, on aborde un tout petit peu le chapitre les causes de l'hypertension. Hein, les causes de l'hypertension. Et l'hypertension, en fait, c'est une maladie multifactorielle. Il y a plusieurs éléments qui entrent en ligne de compte pour expliquer cette maladie. Et nous, en pratique médicale, on distingue deux variétés en général. Il y a la première variété qu'on appelle l'hypertension artérielle secondaire. Hein. C'est dit qu'il y a une maladie quelconque qui est à l'origine du développement de l'hypertension artérielle. Mais c'est en termes de proportion, la plus faible proportion dans le groupe d'hypertension artérielle. Et ces maladies, il y a plusieurs types de maladies. Ce sont les maladies rénales, ce sont certaines maladies endocriniennes, certaines malformations vasculaires. Et l'autre groupe de maladies qui est le groupe le plus important, c'est l'hypertension artérielle que nous qualifions souvent d'essentielle. C'est-à-dire que c'est une hypertension artérielle pour laquelle on n'a pas trouvé une maladie qui puisse expliquer sa survenue. Et ça, c'est l'hypertension artérielle qu'on retrouve un peu chez monsieur tout le monde. Et seulement, il n'est pas toujours facile de trouver une vraie cause à ce type d'hypertension artérielle. Parce qu'il y a plusieurs facteurs qui entrent en ligne de compte. Il y a des facteurs génétiques. Hein, lorsqu'on est issu d'une famille d'hypertendus, et vous allez vous rendre compte que dans la plupart du temps, lorsqu'on est issu d'une famille d'hypertendus, on a quand même un tout petit peu plus de chances de développer une hypertension artérielle que cette personne qui n'est pas issue d'une famille d'hypertendus. Mais finalement, on s'est rendu compte que être issu de parents hypertendus seul ne suffit plus, puisqu'il y a des gens qui sont devenus hypertendus alors que ceux qui leur ont mis au monde n'ont jamais été hypertendus. Simplement parce que l'environnement y joue beaucoup. Et parmi les facteurs environnementaux, vous avez donc ce fameux facteur, le stress dans ton cas, puisque le stress c'est vraiment quelque chose qui met en branle un peu tout l'organisme. Effectivement, ces gens-là, ils n'ont pas tort de dire que depuis qu'on est sorti de la guerre, j'ai ma tension qui ne fait que s'élever, parce que simplement, les affres qu'ils ont subis pendant la guerre, toutes les atrocités qu'ils ont subies pendant la guerre, ont développé en eux certaines dysrégulations qui font qu'aujourd'hui, ce sont des gens qui sont devenus hypertendus. Donc le stress est un facteur très très important dans le développement de l'hypertension artérielle. Et ce stress ne se voit pas que chez ces gens-là qui ont subi la guerre, il se voit même au cours de certaines professions, des gens qui sont soumis à un stress professionnel énorme, etc. On a des études actuellement qui montrent qu'effectivement ceux-là sont plus enclins à développer une hypertension artérielle qu'un groupe d'individus qui n'est peut-être pas au contact permanent avec ce stress. Voilà. Macaire va peut-être certainement me compléter tout à l'heure sur ce volet. Oui, mais bon, avant de compléter, finalement, ce que je voulais savoir, c'est que l'on dit ici quasiment 45% de la population congolaise, 45%, ce sont les statistiques données par le professeur Mbouramoué, souffrirait, entre guillemets, ou développerait des risques cardiovasculaires. Donc c'est tellement que cette relation avec l'hypertension et notre quotidien peut être à l'origine de ce que nous soyons près de 45% être potentiellement pas victimes, mais souffriraient ayant des risques de souffrir, d'être un jour peut-être victime d'un AVC. 45%. C'est quand même un chiffre énorme. Comment on peut faire une évaluation comme ça? Merci encore fois, M. Sony. Je pense que les 45%, ça doit être dans la population des gens hypertendus. Hypertendus. Voilà, donc... pas tous les Congolais. Voilà, parmi les gens hypertendus, mais 45%, c'est presque un sujet sur deux. Un sujet sur deux. C'est énorme, c'est important qu'on dise qu'un sujet sur deux qui présente un certain facteur peut développer telle complication. Et permettez-moi de revenir un tout petit peu sur la définition de quelque chose m'est revenu à l'esprit. Il y a certains confrères ou certaines personnes dans la population qui disent souvent que chez le sujet âgé, la pression artérielle peut être élevée et que c'est normal. Non. Que le sujet soit âgé, que le sujet soit jeune, il y a une définition de l'hypertension artérielle par rapport aux chiffres. Mais il semblerait que les risques sont beaucoup plus élevés lorsqu'on atteint les 45-50 ans. Voilà. Au contraire, l'âge est un facteur de risque vasculaire également. Donc avec l'âge, de même qu'il y a des changements au niveau de la peau, il y a également des changements au niveau des vaisseaux. Et donc quand on ajoute l'âge avec l'hypertension, ça fait deux facteurs qui favorisent facilement des pathologies
vasculaire, que ce soit au niveau cardiologique ou neurologique. Et donc, même chez le sujet âgé, quand on contrôle sa pression artérielle, quand c'est au-delà de 14,9, il est considéré comme hypertendu et il doit être pris en charge comme tel. Oui, mais parce que là, on avait dit quels sont les facteurs qui expliquent cela. Donc, on peut ajouter aussi l'âge. Oui, bon, en termes de vaisseaux, il y a beaucoup d'autres facteurs de risque. Là, c'est parce que notre émission, c'est autour de l'hypertension, qui est le premier facteur. Sinon, il y a d'autres facteurs qui interviennent pour remanier les vaisseaux, ce qu'on appelle les facteurs de risque vasculaire. Donc, si vous me le permettrez, j'ai cité sommairement les facteurs. Comme je disais, il y a un seul facteur qui n'est pas modifiable, c'est l'âge. Donc, plus on prend de l'âge, plus on remanie ces vaisseaux, donc plus on a le risque de présenter quelques pathologies vasculaires. Et les autres facteurs qui sont modifiables, le premier et le plus important, c'est l'hypertension artérielle qui est l'objet de notre émission. À côté de l'hypertension artérielle, nous avons le diabète, nous avons le tabagisme, nous avons l'hypercholestérolémie, l'obésité, l'alcool et chez les dames, la prise de contraceptifs oraux, qui sont des facteurs qui peuvent intervenir. La surcharge pondérale peut être à l'origine de... Oui, des pathologies cardiovasculaires ou neurovasculaires. Très bien. Et à partir de là, question simple, quel pourrait être le poids idéal pour échapper à ce genre de risque? Parce que, bon, les Congolais ont l'habitude d'aimer les rondeurs, mais souvent les rondeurs, ça vous donne un poids assez élevé. Vous n'allez quand même pas les priver de cet esthétisme quand même. Oui, le poids idéal, il y a ce qu'on utilise couramment en médecine, ce qu'on appelle l'indice de masse corporelle. C'est le rapport qu'on fait entre la taille et le poids. Il y a un rapport. Et il y a une fourchette pour la normale, parce qu'une personne qui a 1,80 m, qui a 80 kg, c'est normal. Qu'une personne qui a 1,50 m et qui a 80 kg. Vous voyez la différence, même s'ils ont le même âge. Donc il y a un rapport entre le poids et la taille. Et actuellement, on parle un tout petit peu du périmètre abdominal également, qui devient un facteur. Donc plus on a un périmètre abdominal quand on mesure au niveau du ventre et que c'est au-delà des valeurs normales, c'est un facteur de risque. On aurait pu l'illustrer parce qu'aujourd'hui, Svelte, quand vous êtes docteur, vous faites très très bien de garder la ligne. Vous ne passerez pas très bien dans cette milieu, alors qu'il faut avoir un ventre bédonnant pour être pris en considération. Et puisque vous le dites, est-ce que ce n'est pas aussi là l'occasion de dire à tous ceux qui pensent que plus de rondeur, beaucoup d'embonpoint, c'est peut-être signe de l'aisance, d'aisance, mais il y a des risques pathologiques énormes, non? Effectivement, il y a des risques pathologiques énormes quand on prend du poids, quand on a un indice de masse corporelle au-delà de la normale ou un périmètre abdominal au-delà de la normale. À ce moment-là, on conseille aux gens de faire un peu plus de sport. Oui, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle parce que on dit aussi que trop de nourriture grasse peut aussi dilater les vaisseaux ou bien obstruer les vaisseaux. Oui, ça serait risque... Oui, obstruer. Effectivement, quand on prend trop de nourriture grasse, tout à l'heure, je vous ai parlé d'hypercholestérolémie. Le cholestérol, c'est une sorte de lipide ou de graisse, s'il faut l'utiliser comme ça. Et il y a un mauvais cholestérol qu'on appelle le LDL cholestérol qui fait qu'il y a comme des dépôts de graisse. Allez-y, docteur. Je signale que nous sommes en direct. Allez-y. D'accord. On prendra un interlocuteur tout à l'heure, mais terminez votre phrase. Ok, donc il y a des dépôts de graisse à l'intérieur des vaisseaux, donc qui font que ça peut obstruer des vaisseaux. Et quand ça obstrue au niveau du cœur, ça donne des morts subites, des infarctus du myocarde, comme au niveau du cerveau, ça donne des accidents vasculaires cérébro-ischémiques. Merci. Il y a quelqu'un qui est en ligne. Bonsoir monsieur, vous êtes à l'antenne, vous nous excusez, il fallait quand même qu'on explique un peu, qu'on donne les grandes définitions, les détours. Vous pouvez intervenir. On vous écoute. Il y a quelqu'un qui est en ligne, certainement qui a une préoccupation. On vous écoute. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Je suis mademoiselle Marie-Madeleine, j'habite à Langaï. En ce moment précis, nous sommes en train de vous suivre à travers la chaîne DRTV. Merci. Et toutes les...
nous pouvons savoir. On vous entend mal. Je ne sais pas si vous avez compris les choses, mais on vous entend mal. Essayez de repréciser votre question et éloignez-vous de votre poste téléviseur, s'il vous plaît. Nous vous appelons depuis Talangaï, monsieur. Ah, très bien. Oui, nous sommes en train de vous suivre en ce moment précis. Toutes les explications que les docteurs sont en train de donner à travers l'hypertension artérielle. Est-ce que maintenant, comme mon époux souffre de l'hypertension artérielle, est-ce qu'on peut au moins savoir là où on peut trouver les deux docteurs qui sont avec vous au plateau? Ils sont au CHU, si je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Et ils sont maîtres assistants tous les deux. Assistants, pardon. Tous les deux à la faculté de médecine, ici à l'université Marie-Ngouabi. Et donc, vous pouvez les retrouver avec plaisir. Avez-vous une autre préoccupation? Non, voilà. Donc, vous voulez ajouter quelque chose? Moi, je voulais ajouter, au fait, je voulais revenir sur le pourcentage que vous avez donné tout à l'heure. Alors, moi, je pense que jusqu'à preuve de contraire, on ne dispose pas de données nationales en termes de prévalence de l'hypertension artérielle sur l'échiquier national. Les quelques données disponibles, ce sont simplement des données hospitalières que nous avons et que nous esquissons dans les travaux que nous faisons dans le service avec nos patrons, en particulier M. Bouramé. Et la seule étude que nous avons qui a été menée sur le terrain et qui a permis de se faire une idée de la façon la plus globale sur le terrain en termes de période d'hypertension artérielle, c'est une étude qui avait été menée en 2004 par notre maître, Madame le professeur Gisèle Kimbarikaki. Et au cours de cette étude, financée par l'OMS et par le ministère de la Santé, il ressortait que c'est une étude qui a été menée essentiellement à Brazzaville. Donc la prévalence, le taux de prévalence de l'hypertension artérielle en 2004 était estimé à environ 32,5% de la population brazzavilloise. Vous voyez, ça fait pratiquement un Brazzavillois sur 3. Bon, on sait que la population congolaise est en majorité concentrée à Brazzaville. Si bien que quand on prend ces statistiques en ligne de compte, on se rend compte que ce n'est vraiment pas un problème négligeable. Il s'agit effectivement d'un problème qu'il faut prendre en ligne de compte. Donc les 45% auxquels vous avez fait allusion tout à l'heure, il s'agit du pourcentage des malades hypertendus hospitalisés au service de cardiologie digestive de Brazzaville. C'est la proportion d'hypertendus au sein d'une population de malades cardiovasculaires admis dans le service. Donc c'est une statistique hospitalière. Très bien. Je crois que nous allons partir tout à l'heure à la régie pour demander nos compatriotes pour savoir si vraiment ils le savent ce que c'est que l'hypertension artérielle et comment est-ce qu'ils font pour se contrôler eux-mêmes et si vraiment ils perçoivent quelques symptômes lorsque ça apparaît. À la régie, si vous êtes prêts, vous nous balancerez le temps peut-être de souffler une petite page de publicité, le temps qu'on prenne un petit verre d'eau, et après, on ira voir nos compatriotes qui nous diront ce qu'ils pensent et quelle idée ils font de l'hypertension artérielle. À la régie, si vous êtes prêts, une petite page de publicité, le temps de souffler. ezali masanga oyo ekeseni na bokoko na biso nzinga na biso bokoko na biso ezali makambo ya lokumu tokokobosana yango te kok eza bio na elengi na gu kok letika mambala ye ngai nalinga kolia moboke tous les dimanches eza baninga kote ezali idei mpe oyo kolia maboke eloko moko te ezali kokende longo koleka ngope Ngok, la saveur unique du Congo. MTN recharge électronique et si nandimi pe na saleli MTN recharge électronique bokotisi ya sika ezopesa bino nguya ya kokotisa ba crédit na bino na kimia pona kokotisa ba crédit na alo na yo pona talo ekobanda na pata mitano 25 francs CFA kaba ebeleli na yo epa ya bateki tia ebele boyamba sika oyo maloba ya eyokeli na MTN kotisa eyokeli na yo ndenge olingi esili te longa na MTN elobeli na tuku mibale 10% ya matabisi oyo kotisi esili yo. MTN, everywhere you go.
Feu de Brazza 2010, 4e édition du Festival populaire et international des musiques traditionnelles du 7 au 11 août à Brazzaville. Au programme, colloques, spectacles, ateliers, expositions et visites touristiques. Avec Feu de Brazza, vibrons tous au rythme du 50e anniversaire de l'indépendance de la République du Congo. Musique traditionnelle d'Afrique, lien entre générations. Partenaires. Zen présente Rewards, son programme de fidélité. Avec Rewards, quand vous utilisez les produits et services Zen, vous recevez des points que vous pouvez échanger contre toutes sortes de cadeaux. Allant du SMS gratuit à de fantastiques articles tels qu'une télévision plasma. Avec Zen, plus vous utilisez votre numéro, plus vous gagnez. Inscrivez-vous en envoyant R par SMS au 177. Alors, n'est-ce pas merveilleux? Zen, un monde merveilleux. Voilà, nous revenons sur ce plateau, mais j'avais, avant de repartir à la régie et donner la parole à nos compatriotes à travers le micro-trottoir que nous avons fait, j'ai posé la question tout à l'heure de savoir quelle différence y avait-il entre la tension artérielle et l'hypertension artérielle. Vous m'avez répondu, mais parfois aussi nous avons l'habitude de dire la tension nerveuse. Et quelle différence y a-t-il entre la tension nerveuse et la tension artérielle? Je préfère poser ces questions qui sont des questions terre à terre que nous hésitons souvent dans la rue et pour lesquelles peut-être vous pouvez nous éclairer. La tension nerveuse. Le neurologue est là, qu'est-ce qu'il entend? Je ris parce qu'à peine avant-hier, j'ai croisé un monsieur comme ça qui me demande docteur, je suis souvent nerveux. Est-ce que ça veut dire que je suis hypertendu? Bon. Donc ma question n'est pas risible. Voilà. Et pour dire que la tension nerveuse, quand on est nerveux, ça ne veut pas dire qu'on est hypertendu. On est hypertendu quand sa pression artérielle est au-delà de 14,9. La nervosité n'a rien à voir avec la pression artérielle. C'est deux choses différentes. La nervosité ne veut pas être une pathologie. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on peut être aussi nerveux sans avoir une pression artérielle élevée, comme on peut ne pas être nerveux et avoir une pression artérielle très élevée. Très élevée. Très bien. Merci pour les explications. Et nous allons voir si nos compatriotes perçoivent quelque chose et est-ce qu'ils font attention à leur tension et s'ils la prennent souvent. On a baladé notre micro. Nous allons les écouter. À la régie, si vous êtes prêts, faites-nous passer le document que nous avons fait il y a de cela quelques mois déjà. Je ne me portais pas bien, j'avais des fatigues. J'ai fait un bilan. Finalement, c'est l'époque de souffre de tension, d'hypotension. Donc, de temps en temps, je viens faire vérifier la tension auprès du médecin. Oui, je le suis. Je le suis parce que je suis très sensible. Je ne supporte pas tout ce qui fait mal, alors ça m'entraîne à... Le stress m'entraîne à l'hypotension. Bon, le médecin me l'a dit. Le médecin me l'a dit. Je l'ai appris auprès du médecin. Parce que lui, il ne prescrit pas seulement le traitement, il produit aussi des conseils. Donc, il m'a dit ça. Il m'en donne des calmants, des fortifiants pour me remonter. Moi, je mange salé parce que je fais de l'hypo. Je mange salé, mais je n'exagère pas. Ceux qui souffrent de l'hypertension, qui ne mangent pas trop salé, qui ne soient pas dans mon cas stressé, qu'ils évitent le stress surtout pour l'hypo. En fait, les deux cas... l'hypo n'est pas bon et l'hyper aussi n'est pas bon. Ben, c'est d'être calme, de se saisir, ne n'êtes pas comme moi. J'en souffre. Je suis hypertendu chronique, oui, je la contrôle à tout moment. Là, je venais de sortir d'une consultation chez le médecin et j'avais fait 16-10 de tension. Donc maxima 10, minima 16, minima... Oh non, pour moi, bon, c'est une maladie que j'ai hérédité de mon défunt père. Hein. Il était hypertendu, il était mort d'un AVC en 2003 et voilà. Oui, c'est aussi l'une des causes de l'hypertension artérielle ou des poussées hypertensives. Le stress, oui, c'est vrai. Oh, bon, enfin, je vous disais tout à l'heure que je suis dans le bain depuis l'âge de 15 ans. Hein. Depuis l'âge de 15 ans que je suis hypertendu, bon, enfin,
stressé et tout. Enfin, je suis au régime peu salé, d'après le médecin. Peu salé, pas d'alcool. Et j'ai arrêté de fumer j'avais arrêté depuis le 24 juin 1994 à 22 h. Je fumais 2 paquets jour. Depuis cette date-là, j'ai arrêté. Le conseil que je donnerais aux malades de l'hypertension artérielle, c'est quand ils constatent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est de se rapprocher d'un médecin et pour un médecin cardiologue plutôt, pour un meilleur suivi. C'est un meilleur suivi. Et prendre les médicaments à tout moment. Parce que je prends les médicaments tous les jours. Matin, un 5 mg d'Asomex. Le soir, les Silic pour dormir. Tous les jours. C'est un traitement pour la vie. C'est un traitement pour la vie. Voilà. Je n'ai pas de problème, je vis normalement. Quand on prend ces médicaments régulièrement, on a moins de problèmes. Hein? On a moins de problèmes. Et avec une bonne hygiène de vie, pas de sel, pas de machin et tout, et on s'en sort. On s'en sort. Oui, mais il y a des symptômes. Lorsque je souffre plus précisément de l'hypotension, parce que je souffre de l'hypotension, effectivement. Donc j'ai des signes. Il arrive des moments où je suis nerveux. Il y a la nervosité, il y a la fatigue, et puis il y a l'angoisse. Il y a l'angoisse. Et très souvent, je ne mange pas bien. Oui. Et très souvent, je me rends à l'hôpital et on prélève effectivement la tension. Et ce qui me permet normalement de suivre effectivement l'évolution. Mais très souvent, je prends du traitement. Je suis quand même de traitement. Et très souvent, ça descend. Quand je suis à 9 ou à 8, très souvent, je remonte à 10, 11. Oui, j'en connais effectivement. Bon, c'est dans le quartier. Hein. Oui. Il y a un voisin qui en... Effectivement, c'est à peu près aussi la même chose. C'est à peu près la même chose, mais chez lui, ce qui s'ajoute, c'est que ce qu'il y a de différent, c'est qu'au lieu que ce soit l'angoisse, mais c'est plutôt la nervosité. Alors il devient de plus en plus nerveux. Au fur et à mesure que la tension monte, bon, la personne devient nerveuse. Bon, normalement, il n'accuse pas de fatigue. Hein. Oh. Des palpitations, oui, il y a des palpitations. Ce sont les mêmes signes avec l'hypotension. Donc l'hypotension aussi, il y a des palpitations. Et au moment où il y a l'hypertension, il y a aussi des palpitations. Le sel, non, pas tellement. Mais non, j'en mange, mais d'une manière modérée. C'est avec la nourriture, avec l'alimentation. Un aliment un peu salé. Mais, ça, c'est une maladie normalement qui surprend beaucoup de gens. Beaucoup de gens en souffrent. Mais ce qui est là, vraiment, nous devrons faire extrêmement attention et veiller à l'évolution de cette tension. Parce que pour la moindre négligence nous conduit à des situations fatales. Franchement, c'est une maladie très dangereuse, mais que nous avons toujours tendance à négliger. Oui. Je souffre de la tension, je suis hypertendu. Je suis déjà tombé par 2 fois avec des blessures. Ce sont des troubles de la tension. Oui, je le fais. Après une semaine, je vais passer le contrôle. J'ai chaque fois des vertiges. Et je donne un conseil aux camarades qui souffrent de la même maladie, et dont on appelle hypertendu, mais ne pas jouer tellement trop, ne pas trop manger les aliments salés, ne pas trop s'énerver à chaque fois, parce que ça provoque l'hypertension. Ah oui, il y a mon oncle qui en souffre. Ah oui, il en souffre, mais souvent, là où il va au centre médical pour suivre le traitement, ça ne marche pas du tout, mais il est un peu à l'aise quand il poursuit un traitement traditionnel. Si il va chaque mois au contrôle, mais souvent avec le traitement moderne, ça ne marche pas du tout. Je suis un traitement tradit là, il y a une fleur juste dans l'espace comme ça là.
qui prend, qui déracine, il prend la racine et plonge ça dans un verre d'eau. Donc la sève sera transmise dans l'eau et par après il commence à gober. Il y a encore une légume qui se ressemble à l'épinard. Il prend cette légume plutôt en grande quantité, il bouillit ça. Et après s'être refroidi, il prend l'eau et il prend cette eau bouillie, ce mélange de légumes avec l'eau bouillie et il commence à prendre un verre le matin, un verre à midi, un verre le soir. Avec ça, il trouve un peu de tranquillité. Voilà. Bon, vous avez entendu une réaction, docteur Ossou. Vous avez dit qu'il n'y a pas de relation entre la nervosité et l'hypertension. Mais là, il y a des gens qui vous disent lorsqu'il est nerveux, lorsqu'il s'énerve, la tension monte. Et le conseil, c'est qu'il faut éviter de s'énerver. Alors finalement, il faut peut-être les éclairer et les rassurer. Non? Allez-y. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, vous êtes à l'antenne, on vous écoute. Je vous appelle de Brazzaville. Oui. Et je suis en train de suivre votre émission, c'est vraiment intéressant. Merci de faire ce genre d'émission pour nous édifier. Alors, je suis un peu embrouillé. Il y a le docteur Ossou qui vient de parler. Au départ, quand il a expliqué, il a dit que la pression artérielle se passe comme une tuyauterie. Et à la différence au niveau du cœur ou bien au niveau des vaisseaux sanguins, c'est des parois élastiques. Et donc, quand la pression artérielle est forte, ça peut s'éclater. Mais il a encore ajouté que ce n'est pas la colère qui entraîne l'hypertension. Donc là, je ne comprends pas. Est-ce que si ce n'est pas le stress, si ce n'est pas la colère qui augmente la pression artérielle, ben, qu'est-ce qui se passe alors? Je ne comprends plus. Je vous suis vraiment, mais là, je suis un peu embrouillé parce qu'il a dit qu'on peut être hypertendu sans être nerveux. Bon, alors qu'il s'agit de pression artérielle, si ce n'est pas le stress, ce n'est pas la colère, mais quel est le mot qui cause? Parce que là, je me sens en danger un peu, c'est pourquoi je voudrais comprendre. Docteur. Merci, monsieur, pour vos questions. Pour revenir, tout à l'heure, le docteur Ikama disait que le stress, c'est un facteur qui peut faire élever la pression artérielle. Ça, c'est connu quand on est dans une situation de stress, d'angoisse, la pression artérielle peut s'élever. Mais ce qui est différent de la nervosité, quand on est nerveux, on n'est pas forcément stressé. On peut être nerveux sans être stressé parce qu'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas. Donc, c'est déjà deux choses différentes. Et l'élévation de la pression artérielle en dehors du contexte de stress. Tout à l'heure, j'ai vu quelqu'un disait que quand il y a l'hypertension, il a des palpitations. Je pense que c'est souvent l'inverse. Quand on est stressé, on a des palpitations, le cœur bat plus vite et on élève sa pression artérielle. Ce n'est pas l'élévation de la pression artérielle qui est à l'origine. Et donc, comme je disais, quand on est, c'est vrai, quand on est déjà hypertendu et quand on s'énerve, quand on est stressé, on peut élever davantage sa pression artérielle et ça peut être grave. Oui. Mais quand on n'est pas hypertendu, ce n'est pas le fait de s'énerver qui peut entraîner l'hypertension, qu'on devienne hypertendu. Non, je voulais juste compléter. La réponse donnée par Makar est tout à fait satisfaisante, mais simplement pour édifier l'auditoire, pour dire que la nervosité n'est pas l'élément qui détermine à un sujet de devenir hypertendu. Simplement quand on s'énerve, parce que dans la régulation de la pression artérielle, il y a plusieurs systèmes qui interviennent. Vous avez le système nerveux qui intervient, vous avez beaucoup de choses. Et en général, quand on se met en colère, il y a une composante du système nerveux qui se met en branle. Et cette composante-là peut influer sur l'élévation des chiffres tensionnaires. Mais ce n'est pas pour autant qu'on devient hypertendu parce qu'on s'est énervé. C'est deux choses tout à fait aussi permet de vous libérer, de dégager une énergie pour pouvoir... Je suis en train simplement de vouloir faire comprendre que s'énerver ne veut pas dire devenir hypertendu. Mais par contre, par contre, quand on est hypertendu, effectivement, en s'énervant, on peut effectivement faire élever sa pression artérielle. C'est comme tout autre sujet. On peut effectivement faire élever sa tension artérielle en s'énervant, mais la nervosité n'est pas un élément qui fait en sorte qu'un sujet devienne hypertendu. C'est cette nuance-là que je voulais vous. Le traitement, il y a quelqu'un qui a dit, enfin, je ne sais pas s'il faut poser la question maintenant, mais quand il prend le traitement traditionnel,
il s'en sort très bien. Quand il prend la petite feuille là, il met dans l'eau, son oncle le boit et puis bon, ça le calme. Mais la médecine allopathique ne lui apporte pas de satisfaction. Est-ce que vraiment on peut faire confiance pour traiter ce genre de pathologie à la tradie médecine? Bon, moi je voulais juste revenir sur une chose. L'hypertension artérielle, c'est une maladie chronique et permanente. Hein. Et en général, on ne guérit pas de son hypertension, sauf s'il y a dans la faible proportion de ce que j'ai qualifié d'hypertension artérielle secondaire, donc dû à une maladie donnée. Et à ce moment-là, lorsque cette maladie est traitée, guérie, on peut également guérir de son hypertension artérielle. Et ça fait 5 à 10% à peine hein, de la population d'hypertendus. Ça veut dire que dans les 95 ou 90% restants, la plupart du temps, c'est une maladie qu'on va traîner toute sa vie. Alors, on va la traîner toute sa vie. Donc, même si on prend cette plante-là, on ne guérira pas. On ne guérit jamais. Jusqu'à peu de contraire, on ne guérit pas d'une hypertension artérielle dite essentielle. Celle pour laquelle on ne connaît pas la cause. Celle pour laquelle on n'a pas traité la cause pour la faire disparaître. On peut faire toute la magie du monde, on restera hypertendu. Alors, la seule chose, c'est que ce n'est pas une fatalité l'hypertension. C'est une maladie, on peut vivre avec. Hein. Il y a tellement de gens qui sont hypertendus. Sauf qu'actuellement, on a aussi des armes pour pouvoir vaincre cette maladie. Très bien. Vaincre pas dans le sens de la guérison, mais dans le sens de mener une vie normale et d'éviter des complications qui peuvent handicaper et vous rendre un peu mal à l'aise tout le long de votre vie. Alors, pour essayer d'arriver à cet état de choses, on a plusieurs moyens. Hein. On a les moyens médicamenteux, donc prendre des médicaments. Mais parallèlement, il y a aussi des moyens non médicamenteux. Il y a des règles d'hygiène de vie qui peuvent permettre de faire en sorte que lorsqu'on mange le moins salé possible, lorsqu'on ne consomme pas trop d'alcool, lorsqu'on n'a pas trop de poids, ou encore on en avait un peu plus si on est en train d'en perdre, lorsqu'on n'a pas trop de mauvaise graisse qu'on appelle le mauvais cholestérol dans l'organisme, on peut effectivement mener une vie tout à fait normale. Ça, c'est l'un des principes. Le deuxième principe, c'est que parfois ces règles d'hygiène de vie ne suffisent pas. On est obligé de renforcer ces mesures de traitement par des traitements médicamenteux, donc par la prise des médicaments. Bon, moi, je fais de la médecine orthodoxe, donc je ne veux pas faire l'apologie de la médecine traditionnelle, mais je ne suis pas non plus contre la médecine traditionnelle. On aurait bien aimé qu'il y ait un praticien ici pour nous aider à voir si vraiment... La seule difficulté, c'est que la médecine traditionnelle utilise les mêmes racines que la médecine moderne. Hein, les comprimés, ce sont les mêmes principes qu'ils prennent au niveau des essences avec lesquelles ils fabriquent des médicaments, sauf qu'au niveau de la médecine traditionnelle, parfois il est difficile d'améliorer le dosage, de bien expliquer les prises, etc. Bon, tous les moyens sont bons, mais je ne peux pas faire l'apologie de la médecine traditionnelle. Je sais qu'il y a des médicaments qui sont vendus et pour lesquels on peut effectivement traiter nos hypertendus. Mais je ne pense pas que ces médicaments-là soient devenus insuffisants au point où le malade ait choisi plutôt d'aller du côté de la médecine traditionnelle. Ça m'étonnerait. Vous voulez ajouter? Si, je voulais peut-être ajouter un petit quelque chose sur le traitement, comme le docteur Ikama disait tout à l'heure, que c'est une maladie chronique qu'on ne guérit pas. C'est pas comme le paludisme où on propose un traitement, on en guérit. L'hypertension, j'ai l'habitude de dire que l'hypertension et le traitement, c'est comme les deux bras d'une balance. Tant qu'il y a le médicament, la pression artérielle est équilibrée. Souvent, on voit des malades, quand ils prennent leur traitement, on mesure leur pression artérielle 2-3 fois, ils sont dans les valeurs normales, ils se disent que je suis guéri de mon hypertension. Ils arrêtent le traitement. Ce qui n'est pas correct. Parce que, comme les deux bras d'une balance, je disais tout à l'heure, quand vous enlevez le traitement, forcément la pression artérielle va augmenter. Et donc, c'est pour ça que le traitement antihypertenseur, il faut le prendre tout le temps et à vie. Donc ne pas arrêter, même lorsque on voit une espèce d'amélioration. Même faut toujours continuer on contrôle, la pression artérielle redevient normale, sous traitement, c'est parce qu'on est traité. C'est parce qu'il y a le traitement que les valeurs deviennent normales. Et ça veut dire que le traitement marche et qu'il faut continuer avec ce traitement. Bon. Je voulais savoir, vous avez donné quelques chiffres, notamment pour ce qui concerne Brazzaville. En termes de statistiques, on n'est pas vraiment pourvu. Si on devait mettre en place une politique de santé publique pour essayer de gérer ou peut-être d'éradiquer, on ne pourra pas, puisque c'est à vie, de prendre en compte cette maladie. Quelles sont les statistiques? On est dans quel ordre? Et comment faire pour essayer peut-être de le baisser? Est-ce que vous avez une idée du nombre de gens qui souffrent réellement?
Bon, j'ai dit tout à l'heure qu'on n'a pas de statistiques sur le plan national, hein, ça c'est clair. Le plus simple à faire, c'est de se rapprocher de nos institutions ici, hein, s'ils peuvent effectivement nous donner les moyens de pouvoir mener ce genre d'études, hein, au niveau national. C'est-à-dire qu'on fait une étude en milieu urbain et on peut effectivement faire une étude au milieu rural. Milieu urbain plus milieu rural, on peut déjà se faire une idée de façon globale du taux de prévalence de l'hypertension artérielle. Est-ce que c'est une préoccupation de santé publique? Est-ce que vous le voyez comme tel? Ah si, enfin moi je pense que c'est une préoccupation. Je vous ai donné un indicateur tout à l'heure, l'étude menée en 2004. 2004, voilà. Nous sommes aujourd'hui 2010, ça fait 6 ans. Voilà. Mais déjà en 2004, vous voyez que c'était un peu inquiétant parce que ça fait un Brazzavillois sur 3. C'est énorme ça fait un Brazzavillois. J'ai vu aussi les statistiques, il doit y avoir seulement 2 neurologues ou 3 neurologues et très peu de cardiologues. Donc finalement, pour mener une étude grandeur nature, avec le personnel assez réduit que vous êtes, est-ce que non, je pense c'est pas jeter une goutte d'eau dans non, je ne pense pas qu'on soit aussi réduit que ça. Une étude, 2 personnes, 3 personnes peuvent faire une étude. Hein. C'est pas tant le personnel qui manque. À l'échelle de 240 000 km², bien sûr, 3 millions d'habitants. C'est une équipe, hein. Il n'y a pas que les médicaux. Hein. Vous avez les médicaux, vous avez les épidémiologistes, vous avez tout un panel de gens qui interviennent pour pouvoir mener ce genre d'études. Donc je pense que ce n'est pas le nombre qui est défaillant. Je pense plutôt que c'est la volonté. Il faut aller chercher cette volonté, pouvoir faire entendre sa voix pour que ceux qui ont la charge de gérer ce genre de situation puissent se montrer effectivement convaincants. C'est pas tant le nombre, c'est pas vraiment le nombre qui importe. Alors, vous m'avez demandé tout à l'heure comment est-ce qu'il faut faire pour pouvoir minimiser ce taux de prévalence. Alors, pour pouvoir minimiser le taux de prévalence, il faut donc agir en amont. En amont veut dire il faut agir sur la prévention. Il faut agir sur la prévention. La prévention veut dire lutter contre tous les facteurs, tous les éléments qui concourent à faire développer une hypertension artérielle au sein d'une population. Alors, énumérons-les, voilà. Par exemple. Bon, le docteur Oussou, tout à l'heure, on avait déjà parlé. Moi, j'avais déjà esquissé quelques-uns de ces éléments. J'avais dit qu'il y avait plusieurs facteurs qui intervenaient. Il y a des facteurs génétiques, par exemple l'hérédité, ça on ne peut pas changer ça. On est d'un père ou d'une mère hypertendue. On ne va pas changer de père ou de mère puisque la génétique est ce qu'elle est. Donc ça c'est déjà quelque chose qu'on ne peut pas changer. Et par contre, il y a autre chose, donc d'autres éléments, certaines mauvaises habitudes de vie qui peuvent amener à faire apparaître une hypertension artérielle. Et là, vous avez suivi tout à l'heure ceux qui sont passés sur la télé. L'alimentation trop salée. Donc quand on mange trop salé, c'est déjà pas un élément important. Donc l'aliment trop salé contribue à développer l'hypertension artérielle. Pour preuve, nous contre-indiquons en général la consommation d'aliments trop salés chez des gens qui sont déjà hypertendus. Donc a fortiori, pour ceux qui ne veulent pas le devenir, il est donc conseillé de manger le moins de sel possible. Mais les Congolais quand même moins salés. Oui, bon, les Congolais, oui. C'est un constat. Oui, c'est ça. On n'a pas fait d'études, mais dans nos habitudes, on se rend compte qu'on mange effectivement beaucoup salé. Ouais. Il n'y a pas que chez nous au Congo, un peu partout en Afrique. La tendance est que l'alimentation de l'Africain est souvent salée. Ouais. Et souvent, lorsqu'on met les personnes au régime sans sel, la tendance à bouder. Et puis ça, parfois, au détour, ils vont encore remettre un peu de sel. Voilà, lorsque il est presque de ne pas manger. C'est effectivement très difficile. Alors, deuxième chose, pour pouvoir faire en sorte qu'on ne devienne pas hypertendu, il faut lutter contre la sédentarité, donc avoir une activité physique régulière. Et puisque beaucoup d'études ont démontré qu'en pratiquant une activité physique régulière, ce n'est pas un sport de compétition, c'est un sport de maintien et d'entretien. On a moins de chances de développer l'hypertension artérielle que ceux qui ne pratiquent pas le sport. Troisième élément, c'est éviter de prendre du poids. Donc ne pas passer de la surcharge pondérale à l'obésité. Et tous ces facteurs-là peuvent concourir à faire développer chez quelqu'un une hypertension artérielle. Autre élément, lutter contre le stress, on en a parlé tout à l'heure. Vous savez, on est dans un environnement où il y a une pression sociale telle que parfois on n'arrive pas à résoudre tous les problèmes qui se posent à soi. Et à ce moment-là, le stress il est en permanence et finalement on finit toujours par développer cette hypertension artérielle. Et nous, à l'époque, on pensait que c'était des maladies qui étaient réservées aux gens d'une certaine classe sociale, quelques sujets nantis, etc. Mais dans nos statistiques actuelles, on se rend compte qu'il y a un peu plus de pauvres entre guillemets qui développent ce genre de maladies plutôt que des gens qui sont censés être dans des conditions de riches. Voilà. Vous allez continuer à quelqu'un en ligne. Bonsoir, monsieur, ton antenne. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, vous êtes à l'antenne, on vous écoute. Ouais, je vous appelle depuis Mukondo. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Je voulais poser une question là.
Allez-y. Allô? Oui, on vous écoute. Bon, en fait, comment il faut faire pour éviter de faire du poids et tout ça là? Comment faire pour éviter faire le poids? Ah, comment faire pour éviter de prendre du poids? Bon, comment faire pour éviter? Il n'y a pas un diététicien ici, je crois quand même que... Oui, effectivement, il n'y a pas un diététicien ici, c'est pas évident. Mais éviter le poids, au fait, il y a plusieurs facteurs qui interviennent. Hein. Il y a le facteur alimentation. Il faut essayer de bien contrôler son alimentation et éviter les aliments gras. Et l'un des éléments les plus importants, j'avais déjà abordé le problème tout à l'heure, c'est d'avoir une activité physique régulière. Le sport en lui-même contribue à brûler le maximum de calories dans l'organisme et donc ça peut vous aider à ne pas trop gagner du poids. Lutter contre la sédentarité parce que faire quelques mètres toujours en voiture alors qu'on peut faire une distance. On peut marcher. Voilà. Ça, tout ça sont des éléments qui font en sorte que lorsqu'on ne les suit pas, effectivement, on a beaucoup mangé, on n'a pas éliminé, on va continuer à gagner. Donc, éviter les aliments salés, faire un peu de sport, éviter la sédentarité, ne pas prendre du poids. Donc, si vous en avez, essayez d'en perdre, donc faire un régime, et éviter le stress. Docteur, vous voulez ajouter parce que... Je voulais juste ajouter également, il ne faut pas manger très très sucré, parce que prendre des sucreries régulièrement, ce qu'on appelle des sucres rapides, qui facilement, quand on en prend régulièrement, ça peut contribuer à prendre du poids, à côté des facteurs que le docteur Ricama a cités. Il y en a un sur lequel je devais insister, parce que dans l'étude faite par le professeur Kimbali, il ressortait que dans cette proportion de sujets hypertendus, au moins les 2/3 consommaient excessivement de l'alcool. Donc si bien que l'alcool, c'est un grand pourvoyeur de l'hypertension artérielle aussi, et c'est quelque chose contre laquelle il faut effectivement lutter. Le tabac aussi, nous dit-on? Oui, le tabac, la relation n'est pas aussi forte qu'avec l'alcool. Effectivement, le tabac fait partie du groupe de ce qu'on appelle les facteurs de risque cardiovasculaire. Mais l'implication tabac, hypertension artérielle n'est pas effectivement démontrée. Il développe le risque cardiovasculaire. On m'a dit aussi que pour faire l'amour aussi, il peut provoquer ce genre de choses. À un certain âge, il faut éviter. Ou le faire modérément. Vous pouvez peut-être me contredire, mais j'ai lu ça quelque part. Non, peut-être dire que trop faire... une hyperactivité sexuelle l'hypertension, je dirais non. C'est un peu comme on disait tout à l'heure entre la nervosité et la pression artérielle. C'est la même chose. C'est un effort physique. Donc quand on est hypertendu, quand on fait cet effort physique, on peut élever sa pression artérielle, faire une poussée hypertensive. Il arrive... Il risque de crise il arrive de temps en temps qu'on fasse des accidents vasculaires cérébraux, surtout hémorragiques, qu'on arrive à rompre son vaisseau du cerveau pendant cet acte, juste parce que c'est un effort physique et on élève sa pression artérielle. Très bien. Mais quand on n'est pas hypertendu, ça veut dire qu'à force de le faire, vous allez devenir hypertendu. C'est ça la nuance. Quand on est hypertendu, c'est un effort comme quand on peut soulever quelque chose, comme tout autre effort. Ça peut élever la pression artérielle et être responsable d'un accident l'AVC. Voilà. Et donc, ce n'est pas la cause. Non. Mais enfin, en faire modérément lorsqu'on sait qu'on souffre d'hypertension. Par exemple. Non. Voilà. Donc, alimentation salée, sédentarité, ne pas prendre du poids, éviter le stress, manger pas trop sucré, l'alcool, pourvoyeur d'hypertension. Enfin, vous avez dit que l'âge, c'est peut-être un élément explicatif, mais il semblerait aussi que faire partie de certains milieux sociaux vous expose à ce genre de risque. Est-ce que c'est vrai ou pas? Oui, je l'ai dit. Je ne sais pas, je me vois sourire, mais bon. Non, je l'ai dit tout à l'heure. Au fait, certains milieux sociaux, oui, sinon certaines catégories socio-professionnelles, puisqu'il y a certaines professions qui exposent un peu plus. C'est le stress en général qui est le facteur le plus incriminé. Mais il n'y a pas une profession qui est propre ou enclin à faire développer telle ou telle pathologie. Je pense que c'est surtout le stress. Par exemple, quand vous êtes dans une administration où la pression est trop forte, etc., effectivement, vous avez ce poids-là sur vous. Et à la longue, il y a des fortes chances que finalement, vous puissiez devenir hypertendu. Et l'âge, c'est le facteur qui est retrouvé partout parce que ce sont des maladies qui finalement, on a démontré que ça évolue au fur et à mesure qu'on avance en âge. Plus on avance en âge,
plus on est enclin à devenir hypertendu. Mais l'âge n'est pas l'élément essentiel en général. Très bien. Nous sommes en train tout doucement de filer vers la fin de l'émission. Et certainement, nous allons prendre la dernière partie, et c'est de la relation entre l'hypertension et les risques cardiovasculaires. Et en même temps, quels conseils pratiques peut-on donner pour éviter ce genre de désarguement? Parce que là, nous sommes en train de, petit à petit, de glisser vers... Docteur Rousseau. Merci. Donc, comme tout à l'heure, on a vu un tout petit peu la relation entre l'hypertension artérielle et les risques de pathologies neurovasculaires, en sachant que le cerveau, c'est un tissu qui travaille très efficacement et qui est fragile. C'est l'un des organes du système nerveux, plutôt de l'organisme, qui, quand les cellules meurent, ça ne régénère pas. Les cellules du système nerveux, quand ça meurt, ça ne régénère pas. Et tout à l'heure, je disais que le cerveau consomme à peu près 20% de ce que le cœur envoie au niveau de l'organisme. Et j'ai encore dit que le cerveau ne stockait pas sa nourriture, donc il ne stocke ni l'oxygène, ni le glucose. Tant que ça circule, il a de quoi se nourrir, il fonctionne parfaitement. Et quand ça se bouche, dans les minutes qui suivent, on perd les neurones. On en perd à peu près 1 million, 1,5 million par minute. Et à ce niveau, quand ça se bouche, le traitement le plus efficace ne se fait que dans les 3 heures, maximum 4 heures et demie qui suivent l'accident. Il y a des traitements très efficaces qu'on peut mettre pour essayer de déboucher ces vaisseaux. Parce qu'au-delà de ces 3 heures ou de ces 4 heures et demie, toutes les cellules qui ont souffert, qui étaient sous la dépendance de ce vaisseau, meurent et ça ne régénère plus. Donc même si on débouche, on ne fera rien, sinon aggraver les choses au niveau du cerveau. Vous voyez que c'est délicat. En sachant que quand ça donne les accidents vasculaires cérébraux, les accidents vasculaires cérébraux, c'est la première cause du handicap acquis chez l'adulte. C'est-à-dire que c'est la première pathologie qui peut rendre handicapé un adulte. En vous faisant perdre l'usage des bras, partiel, en vous faisant perdre de l'œil, du langage. Vous allez voir, vous, journalistes... Est-ce que ça atteint la motricité? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est en ligne. Allô? Oui, bonsoir, vous êtes en ligne. On vous écoute. Bonsoir, monsieur le journaliste. Bonsoir, monsieur. Oui, j'appelle de Marseille. Allez-y, on vous écoute. Comment fait-on pour faire partir les huiles de cholestérol, les mauvaises huiles de cholestérol là, une fois si on les a accumulées dans l'organisme? Parce que tout à l'heure, il y a le docteur qui a dit que l'un des facteurs de l'hypertension, c'est l'accumulation des mauvaises huiles dans l'organisme. Une fois qu'on les a accumulées, comment faut-il faire pour s'en débarrasser? Y a-t-il des médicaments ou y a-t-il des produits que maintenant là que nous suivons la télé que le médecin peut proposer? Encore une fois, ça serait un peu plus difficile, mais c'est tellement que s'il y avait des diététiciennes ou bien des spécialistes ou des nutritionnistes, ils nous auraient aidés. Mais comment fait-on pour se débarrasser de ces mauvaises huiles qui ont pris ancrage dans notre corps lorsqu'on les a accumulées? Oui, finalement. Pour éviter tout risque accident. Là, je pense que tout à l'heure, il faut qu'on nuance un peu. Hein. Allez-y. Ce n'est pas la graisse qui peut être à l'origine de l'hypertension artérielle. La graisse, ce sont certains facteurs qui, lorsqu'ils sont associés à l'hypertension artérielle, vous prédisposent à développer quelques complications cardiovasculaires ou cérébrovasculaires, comme on en a parlé tout à l'heure. Alors, cette graisse, effectivement, dans l'organisme a bien besoin de la graisse pour vivre. Et cette graisse, la fraction la plus connue, c'est ce qu'on appelle le cholestérol. Sauf que dans ce cholestérol, il y a le bon cholestérol et il y a le mauvais cholestérol. Et donc, la tendance, c'est de toujours avoir plus de bon cholestérol et moins de mauvais cholestérol.
Or, malheureusement, l'organisme étant ce qu'il est, parfois on a plus de mauvais cholestérol et moins de bon cholestérol. Et lorsqu'on a plus de mauvais cholestérol, comment fait-on pour s'en débarrasser? Plus de mauvais cholestérol qui peut vous prédisposer à développer certaines complications dont on en a parlé tout à l'heure. Le plus important, c'est de chercher à l'éliminer. Et on peut l'éliminer en utilisant plusieurs modalités. Et la première modalité, c'est, comme je reviens toujours sur ça, c'est l'activité physique. Le sport, plusieurs études ont montré que le sport apporte un grand bénéfice en termes de réduction de tout ce qui est toxique, de tout ce qui est élément néfaste pour l'organisme, en particulier pour le cholestérol. Et une fois qu'on fait le sport et qu'on n'est pas satisfait ou que le sport ne suffit pas, on fait intervenir certains médicaments qui sont actuellement connus, qui sont prescrits. On a plein de malades qui sont sous ce traitement. C'est des médicaments qu'on appelle les statines, et sont ces médicaments-là qui vont détruire ce mauvais cholestérol. Et en détruisant le mauvais cholestérol, ils vont élever le bon cholestérol pour que vous soyez protégé au plan vasculaire. Donc les médicaments existent, mais j'insiste encore une fois sur le fait qu'il y a l'alimentation, il y a le sport, et puis il y a le médicament. Donc on a plusieurs possibilités pour pouvoir éliminer ce mauvais cholestérol de son organisme. Docteur, vous voulez terminer puisqu'on vous a interrompu? Oui, bon. Donc la question a été bien proposée. Plutôt la réponse par le docteur Ikama, c'est ce qu'il faut faire pour le cholestérol. Et donc je revenais sur le cerveau en disant que vous voyez que c'est délicat et c'est fragile parce que une fois qu'on a bouché son vaisseau, dans les 3 heures à 4h30, quand on ne fait rien, quand c'est pas réparé, tout ce qu'on va faire, c'est ce que nous appelons de la prévention secondaire. C'est-à-dire qu'on va mettre des médicaments pour éviter que vous le refassiez. Ça ne va plus être pour réparer ce qui se fait. Est-ce qu'on survit après une attaque? Est-ce qu'on vit après ou bien... Si, on en survit. Vous savez, le cerveau, c'est un peu comme... bon, pour les malades qui viennent plus au CHU, je leur prends l'image du CHU. Vous voyez qu'il y a plusieurs bâtiments et de ces bâtiments, il y a des services différents. Et à chaque étage, il y a un service. Et ces services communiquent par des escaliers, des couloirs, ainsi de suite. L'ascenseur. Les ascenseurs. Et donc, le cerveau, c'est pareil. Les ascenseurs, les couloirs et les escaliers, c'est les vaisseaux. Les différents services, c'est les régions du cerveau. Donc, il y a une région du cerveau qui est spécialisée dans le langage, qui nous permet de parler. Il y a une région du cerveau qui est spécialisée dans la motricité, qui nous permet de bouger. Il y a une région qui nous permet de voir. Il y a une région qui nous permet d'entendre, ainsi de suite. Et donc, si c'est le couloir qui mène vers le service de neurologie qui est bouché, les neurologues ne vont pas travailler, mais les cardiologues vont travailler. Les autres vont travailler. C'est pareil au niveau du cerveau. En sachant que si c'est plus l'entrée du 5e étage qu'on bouche, et les cardiologues, et les neurologues, et les spécialités qui sont dans le même bâtiment, ils ne vont pas travailler. C'est pareil. Donc il y a des parties qui sont un peu proches, comme la partie qui permet de bouger le côté droit est proche de la partie qui gère le langage. Il y a quelqu'un en ligne. Oui, bonsoir, vous êtes à l'antenne. Oui, merci beaucoup. C'est moi qui reviens à la charge, c'est moi l'auditeur de tout à l'heure. Allez-y. Je me sens beaucoup concerné et ce qu'a proposé le docteur Ikama, j'essaie de le faire, mais j'aimerais le rencontrer en privé. Comment faut-il... C'est pas grave. Vous nous appellerez à la fin de l'émission, on vous passera ses coordonnées. Ok, au même numéro. Oui, s'il vous plaît. Par contre, il est au CHU. Vous pouvez le rencontrer là-bas aussi. Allez-y, docteur aussi. Voilà, donc, comme je disais... On peut avoir une perte de motricité lorsque vous êtes attaqué. Ou on peut avoir juste une perte de la vision. Vous voyez qu'en fonction des régions, on n'a pas les mêmes répercussions, tant sur le plan fonctionnel. Et il y a des parties du cerveau qui gèrent plus ce qu'on appelle les structures vitales, qui nous permettent d'être éveillés, qui gèrent le rythme respiratoire, le rythme cardiaque. Vous voyez que c'est des régions un peu plus délicates. Quand on fait l'accident dans ces régions, ça va être plus mortel que quand on fait un accident dans une région qui s'occupe de la vision. Mais lorsque, par exemple, on a connu une attaque, un premier accident, est-ce que le deuxième peut être fatal ou on peut y échapper? Parfois, on dit souvent, on ne survit pas à la deuxième attaque. Ah non. En termes de statistiques. Non. Il n'est pas dit qu'on ne peut pas survivre au deuxième accident vasculaire. L'unique problème, c'est que, comme je vous disais tout à l'heure, que le cerveau, quand c'est détruit, ça ne régénère pas. C'est-à-dire que si on a fait un accident vasculaire cérébral à un moment donné, ça laisse une séquelle, ça laisse un vide. Il y a quelqu'un à l'antenne. Oui, bonsoir, vous êtes à l'antenne, on vous écoute.
Oui, bonsoir. Vous êtes à l'antenne, on vous écoute. Bon, apparemment, il ne nous entend pas. Allez-y, docteur. Voilà, comme je disais, quand on fait un accident vasculaire cérébral, ça laisse un vide. Et quand on en refait, il y a un surplus à ce qui existait déjà. C'est-à-dire que ça peut aggraver le degré du handicap. Mais ça ne répare pas. Ça ne répare pas. Bon, la récupération, parce qu'il y en a qui le font et qui récupèrent. La récupération, c'est pas que les cellules régénèrent, comme je disais tout à l'heure. Mais c'est quand on fait une lésion qui n'est pas très importante et le cerveau, ou encore les cellules du cerveau ont la capacité de créer une sorte de coopération et de créer des nouvelles connexions entre elles pour compenser la partie détruite. Comme dans un quartier, quand il y a un voisin qui n'est plus là, les autres peuvent s'entraider pour occuper et entretenir sa parcelle. C'est pareil au niveau du cerveau. Et ce qui fait que si la lésion est importante, le fait que les autres neurones ne pourront pas créer de nouvelles connexions, on ne va pas en récupérer. On va récupérer, on va garder plus un handicap. En sachant également que quand on est un peu plus âgé, cette capacité de créer des connexions un peu plus lentes que le sujet chez un sujet un peu plus jeune. Donc il n'est pas dit forcément que quand on refait... Mais l'accident, la plupart du temps en termes de statistiques, survient fréquemment lorsque on a dépassé la quarantaine et la cinquantaine. Donc on est quand même déjà un sujet assez âgé. Oui, ça c'est comme on a dit, il y a des facteurs de risque. Et dans les facteurs de risque, il y a l'âge. Et ces facteurs de risque s'accumulent. C'est-à-dire que quand on a 2 facteurs de risque, on a plus de risque de le faire. Quand on en a 3, quand on en a 4, ainsi de suite. Donc quand on est déjà âgé et hypertendu, on a plus de risque que quand on est jeune et hypertendu. Et donc, comme je disais tout à l'heure, le fait que c'est délicat quand on fait les accidents vasculaires cérébraux, il y a une grande action à mener, c'est d'éviter qu'on en fasse. Et c'est un peu ça le but de cette émission qui m'intéresse beaucoup sur l'hypertension artérielle. Ça veut dire que si on s'occupe très bien de l'hypertension artérielle, on aura déjà réduit un grand nombre d'accidents vasculaires cérébraux. Donc la survenue d'accidents vasculaires cérébraux. Donc c'est au cardiologue qu'incombe cette responsabilité d'abord, voilà, avant que vous ne veniez constater, parce que vous ne faites que constater finalement les dégâts lorsque les cardiologues n'ont pas réussi à faire quelque chose. Voilà. C'est un peu l'ambulance après la mort. Non, bon, pas l'ambulance après la mort. Comme je disais tout à l'heure, il y a des traitements efficaces dans les accidents vasculaires cérébraux. Il existe des traitements efficaces. Actuellement, ailleurs, dans les pays occidentaux, il y a des grandes actions qui se mènent avec la création de ce qu'on appelle des unités neurovasculaires. À l'époque, quand on faisait un accident vasculaire cérébral, on le mettait dans un lit et puis on faisait le wet and see. Mais maintenant, il y a des grandes actions parce que je vous ai dit qu'il y a des traitements efficaces qui se font. Ça veut dire qu'un malade qui fait un accident vasculaire cérébral, qui bouche un vaisseau, qu'on reçoit dans les 3 heures qui suivent son accident, il y a un traitement efficace où il peut récupérer de façon complète et efficace de son handicap. Mais vous avez dit que c'est difficile de réparer parce que le cerveau ne régénère. Oui, bonsoir, vous êtes à l'antenne. Bonsoir. On vous écoute. Je voulais savoir, est-ce que quelqu'un qui a un lipome, essayez de vous éloigner de votre poste de téléviseur, s'il vous plaît, parce qu'il y a un bruit de fond. Allô? Oui, bonsoir, on vous écoute. Je dis, est-ce que quelqu'un qui a un lipome dû aux mauvaises huiles dans le corps, en prenant ces médicaments qui détruisent les mauvaises huiles-là, est-ce que le lipome est parti en fonction de ces médicaments qu'on prend là, pour faire partie des mauvaises huiles? C'est ma question. Docteur, parce qu'il a dû utiliser un terme technique que moi je n'ai pas. Oui, c'est un terme technique au fait, oui. Parce que le lipome, au fait, c'est comme une petite tumeur. C'est une petite tumeur qui contient de la graisse, qui peut se localiser. En général, c'est sous-cutané, mais ça peut se localiser à différents endroits du corps. Mais ce n'est pas en prenant un médicament qui va baisser le taux de cholestérol qu'on va guérir ou traiter le lipome. Le lipome, il faut aller extirper la tumeur. Le traitement, il est essentiellement chirurgical. Il est essentiellement chirurgical. La statine, on fait juste... On peut faire une incision, il y a les chirurgiens qui savent bien faire. Oui, ça n'a vraiment pas tout à fait aucun rapport avec les médicaments dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà. Et les médicaments auxquels j'ai fait allusion tout à l'heure, c'est pour baisser le taux sanguin
du cholestérol ou du mauvais cholestérol, particulièrement. Alors que le lipome, c'est une tumeur qui s'est créée et qui contient de la graisse, voilà, qui est bien incrustée quelque part. Il faut simplement aller l'extirper de façon chirurgicale. On sent parfois la boule, parfois que se dépasse, sous la peau en général. Sous la peau et puis c'est ça. Docteur, 2 heures, 3 heures, si on réagit rapidement, on peut sauver. Voilà, parce que comme je disais, au niveau du cerveau, il y a une cinétique. C'est-à-dire que quand ça se bouche, le cerveau ne reçoit plus d'informations. Les cellules. Non, les cellules ne reçoivent plus leur nourriture. Elles arrêtent de fonctionner. Elles ne sont pas mortes tout de suite. Il y a une partie qui meurt, une petite partie. Mais pour la plupart, ils arrêtent de fonctionner, mais c'est des cellules qui sont encore viables. C'est-à-dire que si on débouche, ils reçoivent le sang, ils reprennent leur fonction. Ils repartent. Si on ne débouche pas, dans les 2 heures, si on ne débouche pas, au bout de 3 heures, elle meurt. Elle ne peut plus régénérer. C'est-à-dire que s'il y a une action à faire, c'est dans les 3 heures pour pouvoir déboucher. Parce que quand on débouche, ils reçoivent leur sang, ils reprennent la fonction. Ils ont arrêté de fonctionner. Donc, comme c'est les cellules qui nous permettaient de bouger, ils arrêtent de fonctionner. Donc, on est paralysé. Si on débouche, ils reçoivent du sang, ils vont reprendre leur fonction. Donc, on récupère de sa paralysie. C'est pour cela c'est possible, c'est faisable. C'est faisable, mais jusque-là, au Congo, on ne le fait pas. On ne le fait pas parce qu'on n'a pas les moyens de le faire jusque-là. C'est pour ça que c'est dommage. Il ferait mieux de ne pas en parler. Non, mais non, le problème, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle parce qu'on a des compétences pour le faire. Bon, je vous autorise, monsieur le ministre, excusez-moi, mais nous devons en parler. Oui. Bon. On n'a pas de moyens. Voilà. Qui nous écoute, hein, quand on voit le nombre de personnes qui souffrent d'AVC, peut-être que ça serait le moment jamais de penser à équiper et le CHU et un certain nombre de oui, parce qu'on se dit que quand la population est sensibilisée et quand on aura de temps des malades qui viennent tôt, on pourra s'organiser parce que les compétences, il y en a. Comme je vous dis, on a eu sur l'autre cieux à travailler dans ces unités neurovasculaires. Donc on sait comment ça fonctionne, on sait comment ça se passe. C'est quand même des équipements lourds quand même, hein, non, le scanner et tout ça là. Le scanner, on en a au CHU. Oui. On a 2 scanners au CHU. Donc c'est déjà l'élément capital pour la prise en charge, le scanner. Ça veut dire que déjà avec le scanner qu'on a... À 200 000 non, c'est pas à 100 000, je crois que ça doit être à 80 000 actuellement. Pour la pathologie vasculaire, c'est à 80 000. Et puis vos consultations, c'est à 100 000. Les listes sont longues, les gens attendent. Ah non. Et on a dit que vous n'êtes pas nombreux, et puis les gens qui sont derrière, qui attendent, vous êtes... Non, quand on parle de consultation, c'est différent. Un accident vasculaire cérébral, comme je vous dis, c'est une urgence neurologique. Et on le traite, presto. Voilà, ça veut dire que moi, neurologue, ça ne m'embêterait pas qu'on me réveille à 1 h du matin pour venir voir un AVC. Je ne serais pas dérangé qu'à 1 h, 2 h du matin, on me dérange pour un AVC. Mais si on me dérange pour... Makabandilou, le temps d'arriver ici, c'est sûr que... Bon, ça, c'est un point, comme je vous dis, d'organisation. C'est un point d'organisation. Mais donc, un accident vasculaire cérébral, j'ai l'habitude de dire qu'on a des compétences. C'est d'accord avec moi que, quels que soient les moyens dont on a, si on fait un accident ischémique, on bouche son artère, même si on a des moyens pour aller quelque part, on fera au moins 8 heures de vol. On aura dépassé les 3 heures, les 4 heures et demie. Donc, une fois qu'on arrivera là-bas, on fera comme ce qu'on peut faire ici de la prévention secondaire. C'est des petites doses d'aspirine pour éviter que vous en refassiez. Et donc, s'il y a une action à mener, c'est qu'on arrive à s'organiser, à se mettre de moyens, se doter des moyens pour prendre en charge ces malades dans les 3 heures qui suivent l'accident. Très bien. Donc, d'où la question, est-ce que c'est un problème de santé publique? Est-ce que les gens l'intériorisent? Et si on l'intériorise, pourquoi est-ce qu'on est encore là en train de tourner Chez nous, on n'a pas de statistiques fiables comme telles en termes de population générale. On n'a que des statistiques hospitalières. En sachant que des études menées ailleurs, en France par exemple, on a à peu près 150 000 nouveaux cas, donc 150 000 accidents vasculaires cérébraux par an. Ce qui signifie qu'à peu près toutes les 4 minutes, il y a quelqu'un qui fait un accident vasculaire cérébral. Au Congo, on n'a aucune idée? Bon, en termes de la population générale, on n'a que des statistiques hospitalières. En sachant que les statistiques hospitalières, il y a des gens qui ont meurent sans venir à l'hôpital. Il y a des gens qui le font dans des villages qui ne viennent pas. Donc on ne peut pas se baser... Il y a des gens en marchant dans la rue, ils tombent, ils ne sait pas la cause. Donc, parfois on dit que c'est le sorcier. Voilà. Donc on ne peut pas se baser sur ça pour parler à l'échelle
La population nationale. Allô? Oui, bonsoir, quelqu'un à l'antenne. Bonsoir, monsieur, vous êtes à l'antenne, on vous écoute. Oui, bonsoir, monsieur. Moi, je vous suis depuis Wednesday, monsieur Roger. Ouais, je voulais, parce que le docteur tout à l'heure a parlé de la prise en charge là, dans les 3 heures qui suivent un accident. En fait, avant 3 heures, je voulais dire, est-ce qu'il ne nous a pas donné le coût financier que ça coûte? On a parlé de 80 000, c'est tout. Et si la personne n'a pas 80 000 dans le coût, est-ce qu'on peut traiter la personne pour payer après? Pour un médecin, c'est subliminal que de le traiter et de sauver sa vie. Enfin, je crois que la question de l'argent ne se pose pas à cet instant-là. Le problème, c'est que le médecin que je suis, le scanner ne m'appartient pas. Le scanner, c'est une machine pour un hôpital. Et donc, pour avoir accès, il y a un coût. Il y a un coût. Donc, pour pouvoir faire le scanner, déjà, bon, pour nuancer, comme vous avez dit tout à l'heure, maintenant, on ne dispose pas encore des moyens pour faire ce traitement dans les 3 heures. Parce que c'est un traitement lourd. Je vous ai dit qu'il faut déboucher l'artère. Pour déboucher cette artère, c'est un médicament qu'on utilise qui fluidifie de façon importante le sang pour déboucher. Donc, avec un risque important, c'est le saignement. Donc, ça peut faire saigner dans le cerveau comme ça peut se faire saigner ailleurs. C'est-à-dire que pour faire ce traitement, il faut être entouré d'un minimum de conditions matérielles et de conditions logistiques pour la surveillance de ce malade. Parce que je vous prends un exemple simple, ce traitement, quand on le fait, il faut que toutes les 15 minutes, on contrôle la pression artérielle de ce malade pendant la première heure. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une équipe bien entraînée, dynamique, pour faire toutes ces surveillances de façon régulière. J'aime bien le mot « une équipe bien entraînée ». On a l'impression que ceux qui vous entourent ou ceux qui sont là ne sont pas bien entraînés. Ou il y aurait peut-être des questions de compétences. Non, quand je dis une équipe bien entraînée, ça ne veut pas dire que ceux qui nous entourent ne sont pas bien entraînés. Vous savez, pour certaines pathologies, même en France, pour avoir une unité neurovasculaire, il faut qu'il y ait un neurologue qui a un diplôme de neurologie vasculaire. C'est-à-dire que tous les neurologues ne sont pas spécialistes aptes pour gérer une unité neurovasculaire. Et vous êtes combien? On a posé la question. Bon. Il y a Madame Damba. Oui, donc... Et après, bon, on vous découvre maintenant. Oui. Et après, à Pointe-Noire, il y a et oui, il y a quelqu'un en antenne. Mais c'est toujours moi, parce que je ne suis pas tellement satisfait de la question. Mais de la réponse, je voulais dire. Cela veut dire simplement que ce n'est pas fort faisable dans notre pays. Par rapport aux moyens que vous avez au CHU. Oui, c'est ce que je dis. Mais le docteur explique, ouais. Voilà, on ne fait pas de thrombolyse au Congo. Bon, non seulement qu'il y a des moyens matériels, et deuxièmement, de le faire. Deuxièmement, c'est un médicament qui coûte quand même excessivement cher. C'est un médicament qui coûte assez cher pour un Congolais moyen, ça va être très difficile. Donc, pour le mettre en place et décider de faire ce genre de traitement, c'est-à-dire qu'il y a une démarche à la longue, peut-être avoir des subventions qui nous permettront de disposer de ce médicament et de le faire. Je crois comprendre que dans ce que vous dites, c'est une espèce de SOS que vous lancez, une petite bouteille dans la mer que vous voulez lancer pour que les pouvoirs publics se rendent compte qu'effectivement, il y a une possibilité de le faire chez nous. Ça éviterait les 8 heures de vol pour ceux qui ont des moyens, qui vont en France ou bien en Afrique du Sud et même au Maroc pour se faire soigner lorsqu'ils sont victimes d'AVC. Alors que si on peut doter le CHU et même un certain nombre de centres hospitaliers de ce matériel et on réglerait ces questions-là. Oui, et je répète que 8 heures de vol, c'est au-delà de 3 heures. Et on aurait dépassé le délai où il faut faire quelque chose de façon active. Très bien. Demain à la fac, je crois que vos responsables ne vous verront pas de travers pour avoir dit ça. Bon, non, je pense qu'il faut le dire. J'ai toujours dit qu'il y a peut-être certaines choses, certaines actions qu'on ne mène pas parce qu'on n'est pas au courant. Et qu'il faut le dire. Et vous comprenez l'inquiétude de cet auditeur qui dit finalement, à ce prix-là, nous ne pourrons pas venir même... Je préfère que la population, comme les autorités, soient au courant qu'il y a des choses qui peuvent se faire, et qu'on peut faire. Parce que comme je vous disais
C'est embêtant que quelque part on a eu à faire certaines choses, et qu'on arrive chez soi, qu'on soit incapable de le faire. Et que c'est souvent embêtant. Vous ne savez pas le stress que vit un médecin quand il sait ce qu'il doit faire sur un malade et qu'il ne peut pas le faire. C'est stressant. Parce que l'équipement n'est pas adapté. C'est très stressant. Quand on sait ce qu'on doit faire et qu'on ne peut pas le faire. Donc statistiquement, vous aussi, vous développerez des risques cardiovasculaires. Ne pas dire subir d'hypertension. Non, je suis tout à fait d'accord avec le plaidoyer du docteur Ossou. Hein. On est tous dans la même situation, dans les mêmes difficultés depuis toujours. C'est ce qui vous caractérise, c'est un peu votre jouvence aussi, hein, et on espère que les choses, finalement, l'écoute va être acceptée, que finalement les choses vont s'arranger au fil du temps. Et je pense que dans la prise en charge précoce de ce genre de pathologie, comme il est en train de dire, c'est toute une chaîne. Hein. Il faut essayer de régler les choses en amont. Vous voyez dans quelles conditions les malades arrivent à l'hôpital chez nous. Ça suppose qu'il faut, au moment où l'accident a eu lieu jusqu'à ce qu'on arrive à l'hôpital, il faut compter du temps. Et à ce moment-là, il faut peut-être penser aussi à organiser les systèmes de transport médicalisé pour pouvoir tant soit peu prendre en charge le malade dès le moment où on l'a ramassé chez lui, entre guillemets. Parce que les urgences aussi, voilà, par exemple, dans quelles conditions ils sont accueillis. Donc je crois que c'est vraiment un problème général et on va essayer de continuer à plaidoyer jusqu'à ce qu'un jour, mais finalement les autorités compétentes puissent comprendre qu'il y a quand même pas mal de petites choses à faire et je pense que ce serait intéressant. Mais moi je voulais vraiment insister sur le volet prévention parce que vous voyez, on est en train d'aller vers la fin. Juste 2 secondes, je pense qu'au-delà de tout ce qu'on a vu, au-delà de nos incapacités en termes de moyens matériels, en termes d'équipement et en termes de possibilités de prise en charge, la seule arme qui existe et que je pense pouvoir vulgariser au maximum, c'est l'arme de la prévention et il faut éduquer, informer, et essayer de rendre les gens responsables de leur état de santé. Et je pense qu'à ce moment-là, on pourra peut-être espérer obtenir des résultats intéressants. Si la DRT peut vous aider à faire cela, n'hésitez pas. Docteur, dernier mot, parce qu'on voilà, donc le dernier mot, comme toujours dans la même lancée que le docteur Ikama, il n'y a pas à être alarmiste. C'est vrai que j'ai dit des choses qu'il fallait quand même que ça soit dit pour... Vous savez, pour un intellectuel, voilà, penseur, mais les choses les plus importantes, voilà, les choses les plus importantes, comme on a vu, on est limité dans la prise en charge aiguë. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut éviter de faire un accident vasculaire cérébral. Et donc, comme on a dit tout à l'heure, quand on sait qu'on a de l'hypertension artérielle, il faut voir son cardiologue et être correctement suivi, prendre son traitement, on évitera de façon très significative de faire un accident vasculaire cérébral. C'est important. Quand on est diabétique, il faut voir son diabétologue, être correctement suivi par son diabétologue, ça permettra d'éviter de faire un accident vasculaire cérébral. Quand on est fumeur, il faut arrêter de fumer. Quand on est obèse, il faut faire attention à prendre des graisses et faire l'exercice physique. Quand on a le mauvais cholestérol, prendre un traitement qu'on appelle les statines, comme le docteur Ikama venait de le dire. Faire du sport. Et faire du sport. Très bien. Et donc, s'il y a une chose importante sur laquelle je veux insister, c'est cette prévention primaire. Donc, la prise en charge de ces facteurs avant qu'on arrive à l'accident vasculaire cérébral. Très bien. Merci pour vos éclairages, docteur Ossou, docteur Ikama. Merci aussi à nos téléspectateurs qui ont veillé jusqu'à cette heure-ci pour suivre cette émission qui n'était pas facile, technique d'abord, mais de santé publique parce que ça concerne notre santé au quotidien et ça concerne également notre vie. Une population qui est bien soignée, c'est cette population qui essaiera de relever les défis du développement de demain. Alors, ça valait la peine qu'on essaie de s'intéresser à cette question de l'hypertension artérielle. Je crois qu'il faut d'abord que les Congolais soient responsables, puisque cette responsabilité appelle à chacun d'entre nous d'avoir des comportements, notamment pour éviter de souffrir de l'hypertension et même peut-être courir le risque de faire un AVC un jour, c'est de minimiser autant que faire se peut les aliments salés, de faire un peu de sport, perdre un peu son poids si on a une surcharge pondérale. Bon, vivre zen, mais dans un environnement stressant, être zen
ne pas trop se préoccuper de tout ce qui est tracasserie au quotidien, vous permet d'avoir une hygiène de vie mieux que d'être stressé chaque fois qu'on vous dit quelque chose. Ne pas trop manger sucré. L'alcool, c'est pas parce que on vous bassine les neurones de publicité, buvez ci, buvez ça, pour avoir l'air macho, que forcément vous devez suivre. Si on vous dit 3 verres de vin par jour, parce que ça vous permet aussi bien d'enlever le mauvais cholestérol, parce que le vin n'est pas déconseillé, n'est-ce pas? Mais si vous allez au-delà, vous risquerez de devenir alcoolique et les risques que vous allez développer, vous ne risquerez de ne pas les maîtriser. Voilà, responsable d'abord. Et si on n'arrive pas, nous avons des spécialistes qui sont disponibles au-delà de quelques difficultés d'ordre matériel et d'équipement qui ne sont peut-être pas sophistiqués aujourd'hui. Ils peuvent vous aider et vous accompagner. Et lorsque vous avez été dépisté comme souffrant d'hypertension, alors la seule chose qu'il faut faire, il faut souvent prendre sa tension et se tourner vers son cardiologue qui pourra vous dire, voilà, si vous continuez sur cette voie, vous risquerez de développer et puis d'aggraver votre situation. Voilà à peu près résumé cette émission de plus d'1 heure. Nous avons posé la question de savoir l'hypertension artérielle, un problème de santé publique. Oui, nos spécialistes ont répondu que c'était un problème de santé publique. Et à nous, Congolais, de faire extrêmement attention, d'avoir une meilleure hygiène de vie, certainement que nous éviterons ces risques-là. Merci pour votre fidélité à l'émission Sans Détour. La semaine prochaine, nous allons nous intéresser à un thème qui revient, dont souvent ceux qui devaient participer remettent toujours au calendrier grec. Cette fois-ci, nous avons réussi à les avoir, qui nous ont donné leur accord. Le thème portera sur l'immigration. Les frontières congolaises sont-elles perméables et peut-on lutter contre l'immigration clandestine? À l'approche du cinquantenaire, certainement qu'il y aura des communautés qui viendront nous aider, nous prêter main forte, qui dans la construction des routes, qui dans l'hôtellerie, qui dans le maintien, etc. Et donc, certainement, dans nos quartiers, nos arrondissements, il risquera d'avoir une espèce d'amas, hein, d'afflux de personnes qui viendront, et ça posera peut-être des problèmes de cohabitation. Et comment ces gens-là rentrent sur notre territoire, quelles sont les conditions à remplir pour rentrer dans le territoire national, comment peut-on y séjourner, et pour y séjourner, est-ce qu'il y a des modalités, des conditions à remplir? Nous allons essayer de répondre à ces questions-là mardi prochain. Les frontières congolaises sont-elles perméables et comment faire pour lutter contre l'immigration clandestine? Merci pour votre fidélité et à mardi prochain. Portez-vous bien. Bonne soirée chez vous. Samedi, rediffusion sur DRTV Force One à partir de 18 h. Générique et merci. Merci, M. Chéni.